Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche dans la Somme. Vous êtes aussi la présidente de la Commission Développement Durable et Aménagement du Territoire à l'Assemblée nationale. Et vous venez de co-signer avec certains de vos confrères un rapport sur la sûreté et la sécurité des centrales nucléaires. Un rapport qui pointe des failles dans la résistance aux risques terroristes, qui pointe aussi un problème de sous-traitance et qui pointe une perte de compétences générale de EDF dans ces domaines-là. C'est un rapport qui est sévère, qui a été jugé comme sévère, y compris par certains membres de la commission qui l'ont signé, et qui débouche sur quoi ? Qui débouche sur des propositions. Oui, tout 33 propositions, mais... des propositions qui, pour certaines, vont faire l'objet de lois. Et d'ailleurs, sur certaines propositions, la rédaction des propositions de loi sont déjà en cours. Et puis d'autres sont des propositions directement vis-à-vis des opérateurs et vis-à-vis du contrôleur, donc de l'autorité de sûreté nucléaire, pour qu'on puisse améliorer les choses. L'idée de ce rapport, parce que j'en ai beaucoup entendu, mais sur le sujet du nucléaire, c'est normal, c'est un sujet tabou, compliqué. L'idée de ce rapport, c'est de se dire qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Et quand bien même, on dirait, on sort du nucléaire demain, des installations nucléaires, des transports de matières radioactives, il y en a pour encore des dizaines et des dizaines d'années, des générations. Et donc nous avons tous, quelle que soit notre opinion, intérêt à ce que la sûreté et la sécurité soient les meilleures possibles. Et donc quand en face on nous dit... Dans une période un peu charnière, puisqu'il y a des menaces terroristes, puisque les centrales vieillissent, puisqu'on a eu connaissance de malfaçons, quand on nous répond « Bon, écoutez, a priori, tout va bien ». Et secret défense ? Oui, le rôle des parlementaires, c'est justement de ne pas se contenter de ce qu'on nous dit et d'aller vérifier. Donc vous êtes allé vérifier, vous n'avez pas eu toutes les réponses, d'ailleurs, encore une fois, secret défense. Non, ça va faire l'objet justement d'une proposition de loi. Oui, mais est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont bougé ? Est-ce que, par exemple, le ministère du Développement durable s'est emparé de ce sujet ? Je n'ai pas trouvé trace d'une réaction qui dise ce rapport sera la base d'un travail sur lequel le gouvernement s'appuiera ? Écoutez, vous avez mal entendu, notamment Sébastien Lecornu qui a été interrogé sur le rapport. Je pensais à Nicolas Hulot. Nicolas Hulot nous a remercié et nous l'a dit même pendant la commission qu'il attendait, parce que tout ce qui peut apporter des fruits de réflexion, c'est quelque chose d'important. Et donc Sébastien Lecornu a dit que le rapport était en train d'être regardé par les services. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire avancer les choses. Alerter. D'alerter, non mais pas seulement d'alerter, et faire avancer les choses. De pointer. Il y a des failles qui ont été repérées, dont certaines vraiment sous la sous-traitance posent problème. Eh bien, regardons-les en face et essayons de trouver des solutions. S'il n'y a pas d'incidence sur la prochaine PPE, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, vous malheureusement, ferez quoi, ce n'est pas une loi, malheureusement. Non. Vous ferez un rapport ? Non. De toute façon, on ne fait pas 50 rapports comme ça à la suite. Par contre, sur la question de la sûreté et de la sécurité, on a vu qu'il y avait un besoin de suivi. Et donc, on va créer une délégation qui aura accès au secret défense, parce que ce n'est pas normal que les représentants du peuple ne puissent pas aller vérifier des choses et après qu'on leur demande de voter. Moi, je veux bien lever le bras, mais j'aime bien lever le bras en sachant ce que je vote. Vous avez été accusé de partialité, y compris par des membres de la commission que vous avez présidée. Oui, qui eux-mêmes étaient membres d'EDF. Donc, si vous voulez, on est tous membres d'EDF. Étaient des salariés d'EDF. Donc, on est tous... Personne sur ces sujets-là n'est neutre. On a tous une opinion. Donc, vous avez une opinion partiale ? Non, j'ai mon opinion et ceux qui n'ont pas la même, je la respecte, mais je ne m'en suis jamais cachée et on le savait dès le départ. Donc ceux qui vous disent « ce rapport, c'est fait par une antinucléaire, etc. » Je rappelle qu'il a été voté par la majorité des membres de la commission, qui sont tous loin d'être des antinucléaires. Et puis encore une fois, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête. Si vous voulez, ça me fait penser à quand on monte la Lune et qu'on ne regarde que le doigt. Eh bien, qu'on arrête de regarder qui a fait le rapport et qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, pourquoi ça a été voté par les autres membres de la commission, y compris ceux qui sont plutôt pro-nucléaires ? C'est parce que ça correspond à ce qu'on a vu, à ce qu'on a entendu, à ce que des gens nous ont dit sous serment. Et je conseille aux gens de lire l'intégralité des auditions qui sont annexées au rapport. Vous verrez, vous ferez votre propre opinion. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire, parce que quelqu'un a une opinion, il est incapable de faire une enquête sérieuse. Au contraire, d'ailleurs, l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire, qui sont des gens sérieux, ont pointé et ont salué la richesse du rapport.
Nicolas Hulot vient de présenter un rapport sur la biodiversité. Il essaye de faire progresser ce sujet, ou en tout cas la prise de conscience de ce sujet. Un certain nombre de mesures sont sorties qui ont trait, par exemple, au problème de la bétonisation oui. Du paysage. Et vous dites, vous, avec d'autres, qu'il faut cibler les élus locaux qui bétonnent. Est-ce que c'est une bonne manière de faire partager un objectif positif? Ce n'est pas cibler les élus locaux qui bétonnent. C'est un mot que j'ai entendu dans votre bouche. Hein. Je n'ai pas dit cibler, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que, et c'est un truc connu, mais il faut vraiment le répéter à chaque fois, on a l'équivalent de la surface d'un département tous les 7 ans qui disparaît. Oui. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Quand on voit, par exemple, la multiplication des inondations, c'est directement lié à ça. L'artificialisation des sols. Voilà, on a du mal à bien évaluer où ça pêche. Et donc là, l'idée, c'est de faire un état des lieux, et donc c'est dans le plan biodiversité, c'est de faire un état des lieux des endroits où ça bétonne et des endroits où il y a des efforts de fait. Tout simplement pour dénoncer, comprendre. Désigner, montrer du doigt ceux qui bétonnent, c'est ça ? C'est pour comprendre les mécanismes qui empêchent d'arrêter cette bétonisation. Aujourd'hui, par exemple, on sait que si on veut faire une nouvelle zone commerciale ou une zone industrielle, il faut prioritairement aller travailler sur les friches. Si on repart à prendre des terres agricoles, ça ne va pas. Expliquer aussi, et il y a un vrai travail d'explication, expliquer aussi pourquoi faire des lotissements qui s'étalent sur des terres agricoles, encore une fois, parce que c'est souvent des terres agricoles qui sont prises, eh bien, c'est très dangereux. Et ça, la question, c'est de pouvoir parler à ceux qui font ça, pour voir avec eux comment faire autrement. Ou en tout cas, comment compenser ça. Ouais, exactement. Un certain nombre de signaux montrent que les mises en chantier, les permis de construire, enfin tout ce qui est au cœur de l'activité du bâtiment est en train de ralentir. C'est un problème ? Oui, alors je crois que le trend est plutôt à la hausse. Non, là, il est en train de se retourner précisément et un certain nombre de la Fédération du bâtiment s'inquiète déjà de voir que l'activité se présente de façon un peu négative. Est-ce que c'est un problème ? D'une manière générale, le bâtiment, on a besoin de le faire travailler parce qu'en plus, ce sont des emplois non délocalisables et en plus, ils sont utiles parce qu'ils peuvent nous aider à réaliser les objectifs qu'on essaye d'atteindre. Ces gens-là, ils travaillent sur la transition. Sujets qui sont, mais la bétonisation, on construit souvent avec du béton. Non, la transition énergétique nécessite qu'on fasse par exemple beaucoup de travaux d'isolation des bâtiments, qu'on reconstruise des bâtiments, alors que quand c'est dans le neuf, qu'on construise des bâtiments qui soient avec des normes environnementales élevées. Donc les fédérations du bâtiment ont un travail à faire avec nous pour aboutir à ça. Et on a besoin de construire des nouveaux logements, on a besoin d'en rénover. L'idée de ne pas bétonner, ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus rien. Enfin, ça, c'est une idée. Ça ne veut pas dire, c'est simplement que ça peut compliquer les choses, alors que par ailleurs, il y a tout un mouvement de simplification des normes. Ce n'est pas une question de compliquer les choses, c'est une question d'arrêter d'aller systématiquement chercher dans les zones agricoles des endroits où on peut construire. Il y a plein d'endroits où on peut construire qui sont aujourd'hui tout simplement abandonnés, des friches, etc. C'est ça qu'il faut regarder et évidemment pas empêcher nos artisans de travailler, on en a besoin. On est en plein été, Nicolas Hulot avait fixé l'été comme un moment clé où il allait déterminer son avenir ministériel, il faut qu'il reste ? Évidemment. Évidemment, parce que c'est lui seul qui, justement, a une capacité d'expliquer tout ce qu'on est en train de faire. Il le fait suffisamment bien. Beaucoup de ses anciens amis disent qu'il nuit plutôt à la cause parce qu'avalant trop de couleuvres, silencieux. Oui, non, mais moi, ça me fait sourire parce que je les connais bien. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Je les connais bien, mais si vous voulez se mettre au bord de la route, croiser les bras et compter les points, c'est tellement facile. Mais effectivement, Nicolas Hulot, qui n'avait aucun intérêt à le faire parce que c'était quelqu'un de populaire, quelqu'un qui avait de l'argent, etc., il n'avait aucun intérêt à le faire. Il y est allé parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, au lieu de faire des commentaires, il faut se retrousser les manches et y aller et se confronter à la complexité. Oui, je pense qu'il sert à la cause parce qu'il fait comprendre aussi que c'est plus facile de dire yaka faucon que de faire. Et là, il fait. Ce qu'il fait sur la biodiversité, c'est important. Ce qu'il a fait sur les hydrocarbures, c'est important. Et on a besoin de lui pour continuer à pousser. Et nous, évidemment, on est derrière pour le soutenir. Et voilà, il a des soutiens. Merci beaucoup, Barbara Pampelly. Merci à vous.